Bonjour tout le monde. Good afternoon everybody. Bonjour. On va commencer avec notre prochaine séance. Okay. Bonjour à tous et à tous. Je suis Mbing Lim, le conseiller pour la communication et l'information pour le bureau de l'UNESCO à Rabat. Bienvenue à l'espace de l'UNESCO au Salon international de l'édition et du livre 2024. Je me suis senti honoré de présenter notre prochain expert, Professor Amal Shirouchni. Professor Shirouchni is the executive president of the Moroccan International Center for Artificial Intelligence, known as AI Movement, located within University Mohammed VI Polytechnic University. On va commencer, monsieur. On va commencer. The AI movement is also a UNESCO Category 2 center. She holds a PhD in computer science, habilitations in research direction from Sorbonne University. She is an expert in distributed artificial intelligence and multi-agent system. Member of 3 doctoral programs, she has guided 35 PhDs in France, whom successfully defended at Paris Dauphine University, Sorbonne University, and Sorbonne Paris No. She has published 24 books and more than 200 articles in major AI conferences. Professor Shirouchni is also a member of UNESCO's World Commission on Ethics on Scientific Knowledge and Technology, COMES. She was nominated for World Business Analytic Award in the category of Women of the Year 2021 for the African continent. Sa Majesté le roi Mohammed VI a nommé le professeur Amal Shirouchni membre du Haut Conseil de l'éducation et de la formation et de la recherche scientifique. Par ailleurs, professeur Shirouchni a également été nommé expert auprès de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture. Aujourd'hui, professeur Shirouchni parlera de l'intelligence artificielle au service du développement durable pour le continent africain. J'ai le plaisir d'inviter professeur pour prendre la parole. Merci beaucoup. Merci d'être venu m'écouter. Juste après le repas, ça ne doit pas être facile. Donc, je vais faire ma présentation en français. Je vais essayer de parler lentement parce que le public c'est très intéressant. On a tous les âges. Donc, je vais essayer de faire une moyenne pondérée. L'intelligence artificielle, vous en entendez beaucoup parler. Hein. C'est un peu la grande mode de ces décennies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste une mode, c'est une science. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, qui va s'ancrer de plus en plus dans notre quotidien et dans notre vie de tous les jours. Donc, AI Movement, on en a parlé très rapidement. C'est un centre de catégorie 2 de l'UNESCO, qui est la référence pour la région Afrique en ce qui nous concerne. Donc, on est un hub africain pour l'intelligence artificielle et les sciences des données. Alors, nous sommes situés à Technopolis, juste pas très loin d'ici, sur le campus de l'université Mohammed VI Polytechnique à Rabat. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui ? On m'a donné entre 20 et 30 minutes, donc je vais essayer de parler rapidement quand même. La première chose, c'est, si on parlait un peu d'IA, que c'est quoi l'intelligence artificielle ? Vous devez entendre beaucoup de définitions dans les différents talks. Et donc, je vais essayer un petit peu de donner ma version de la chose. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi l'intelligence artificielle est partie vers le grand public ces dernières années. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est une science qui existe depuis... Ça marche pas très bien, qui existe depuis au moins 1940. D'accord ? Donc, ça date pas d'hier, ça date pas de ChatGPT. C'est beaucoup plus ancien. Elle a été développée pendant des décennies dans les laboratoires de recherche. Mais il y a eu quelques événements qui ont fait que cette IA est sortie des laboratoires vers... Et je vais vous expliquer pourquoi. On dispose. Si un micro baladeur, ça me va bien aussi. Hein. Vous pouvez. Ok, voilà. Merci. C'est bien ? Vous m'entendez ?
Ok. Alors, je vais vous parler des opportunités qu'apporte l'intelligence artificielle au domaine, ce qu'on appelle les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. L'UNESCO, les Nations Unies, ont défini un certain nombre d'objectifs qu'on devrait atteindre à horizon de 2030. Et l'intelligence artificielle, je vais vous montrer qu'il y a 79% de ces objectifs qui peuvent être atteints grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, je vais parler, si j'ai le temps, des enjeux éthiques et de réglementation. Donc, ça va dépendre un petit peu comment on va avancer. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une science avant tout. Ce n'est pas une dame qui se balade avec un visage de robot, pas du tout. C'est une science mathématique, beaucoup, informatique, et vous allez voir qu'il y a d'autres affluents, des signes qui nous permettent de définir l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est née, le terme, même si les recherches avaient commencé dans les années 40, 1940, le terme intelligence artificielle a été introduit en 1956 par 4 chercheurs américains qui ont fait une conjecture. Ils ont dit, en fait, si on arrivait à comprendre comment l'humain réfléchit, à décortiquer ces processus cognitifs, et je vais vous expliquer ce que c'est que les processus cognitifs, alors on doit pouvoir les réaliser par une machine computationnelle, c'est-à-dire avec du calcul. Donc, si on dit, par exemple, l'intelligence, c'est la capacité d'inférer, de faire de l'inférence, eh bien, si on arrive à représenter l'inférence de façon computationnelle, eh bien, on va donner cette inférence à la machine computationnelle. Et donc, quels sont les processus cognitifs dont on parle ? Il y en a plusieurs. Donc, si vous prenez le cerveau humain, vous avez plusieurs choses qui se passent dans nos têtes. Par exemple, on a une mémoire, on exprime des émotions, on est capable de prendre des décisions. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche ? Je peux faire de l'analyse, je peux faire de l'abstraction, je peux faire de la perception. Donc toutes les fonctions que vous voyez ici se trouvent dans notre cerveau à un certain moment et à une certaine zone de notre cerveau. Et si par exemple vous voulez faire un robot qui est capable de se déplacer dans un environnement, il faut lui donner plusieurs de ces processus, plusieurs de ces fonctions cognitives. Par exemple, le robot doit être capable d'éviter des obstacles. Pour éviter un obstacle, il faut être capable de percevoir l'obstacle, de le voir, pour le contourner. Le contourner, ça veut dire qu'il faut une activité sensorimotrice. Ça veut dire qu'il faut être capable de bouger la jambe, de bouger le bras, de coordonner les mouvements, etc. Et donc, tout comportement qui ressemble à un comportement humain, donc un peu intelligent, on va dire, ça dépend du degré de l'intelligence qu'on veut donner à la machine, tout processus, toute fonction un peu macro va faire appel à plusieurs processus cognitifs élémentaires. Et donc c'est l'agrégation, c'est le fait de mettre ensemble tous ces processus qui vont faire qu'on va avoir des systèmes qui sont capables d'interagir avec l'humain. D'accord ? Donc là, je vais vous montrer juste après un exemple. On peut le faire... Voilà. Donc ici, je vais vous montrer un exemple d'interaction, on appelle ça la robotique sociale, d'interaction entre l'homme et la machine. Et vous allez voir que ça peut faire... donc là, c'est le centre AI Movement, on se trouve à Technopolis, à Rabat. Et donc vous allez voir que pour faire une interaction digne de ce nom, il faut vraiment beaucoup de choses pour pouvoir réussir une interaction. Alors là, on n'est pas dans ChatGPT. ChatGPT, aujourd'hui, vous lui posez une question, il répond. Ici, ça va beaucoup plus loin. C'est un travail que nous avons développé au centre. Ça va beaucoup plus loin parce que le robot, il est capable de comprendre ce que vous dites, de ressentir vos émotions, de répondre de façon très fine. Et il est dans une interaction, dans un dialogue. D'accord ? Il parle. C'est pas que du texte. Hein. Il a une sortie vocale. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec la vidéo, mais on n'entend pas. Mais j'avais demandé, sinon... Donc, ici, en fait, en attendant d'avoir le son, je vais le faire. Ici, on a des interactions sociales qui permettent de soigner des gens qui ont des post-traumas.
Par exemple, des gens qui ont été traumatisés par une guerre ou par un événement donné, ils peuvent vivre des cauchemars par la suite, ils ont des flashbacks, ils voient la guerre, ils sont complètement tétanisés. C'est ce qui va arriver à nos soldats prochainement. On va avoir beaucoup de PSTD, c'est un syndrome très connu des soldats ça c'est un travail qui concerne des soldats qui sont revenus du Vietnam, mais il y a d'autres situations très similaires aujourd'hui. Donc, en fait, ils sont complètement tétanisés. Et l'interaction sociale peut les aider à sortir à interagir. On a d'autres situations, par exemple l'autisme. Vous savez que les enfants autistes, ils ne sont pas capables d'interagir socialement. Un des problèmes de l'autisme, c'est l'interaction sociale. Mais il y a des travaux, notamment une dame aux États-Unis, qui a réussi à voir que les enfants sont beaucoup plus à l'aise avec des machines, avec des robots. Ils sont capables d'interagir avec des robots et ça permet de les sortir un peu d'un cocon interactionnel. Donc, l'interaction sociale va être utilisée à des fins thérapeutiques aussi pour soigner certaines maladies, certains dysfonctionnements. Alors, nous, au Centre AI Movement, on va beaucoup plus loin. On essaie aussi de comprendre ce qui se passe dans le cerveau lors d'une interaction. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des outils, on a des capteurs qui nous permettent de regarder, de capter les signaux qui se passent au niveau cérébral et de dire c'est cette région du cerveau qui s'est allumée. Vous voyez là à droite, vous voyez des petites régions qui s'allument. Et donc, on va voir que pendant cette interaction entre l'homme et le robot, on va essayer de tracer tout ce qui se passe dans son cerveau. Et ensuite, on va faire de l'apprentissage sur ces traces pour pouvoir anticiper lors d'autres interactions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait du machine learning, on travaille sur des données, par exemple, là, les données de ce qu'on a tracé de la machine, ce qu'on a récupéré comme données. On entraîne les modèles et après, on les met en situation réelle pour faire de l'interaction. Et là, on arrive à vraiment anticiper, par exemple, anticiper dans une interaction. Vous savez, nous, quand on fait de l'interaction, l'humain, quand il interagit, il projette à partir du regard, à partir du geste, à partir de beaucoup de choses. Il est capable d'anticiper comment son interlocuteur va réagir. Et donc ça, c'est des choses qui rentrent dans le domaine des études de l'intelligence artificielle. Donc ici, vous avez une autre interaction entre une personne et Eima, donc c'est le nom de notre robot social. Et vous voyez ici, elle lui pose des questions sur la guerre d'Ukraine. Et Eima est capable de répondre avec beaucoup de finesse elle donne toutes les informations qu'on n'a pas sur Internet, puisque les modèles de ChatGPT ont été entraînés sur des données où il n'y avait pas encore les données de la guerre d'Ukraine. C'était avant 2021. Et donc, nous, on a pris les journaux, on a pris de la donnée qui est disponible et on a reconstitué ce qu'on appelle un dataset ou un ensemble de données. Donc, c'est dommage que vous n'ayez pas le son parce que vous auriez vu que les réponses étaient vraiment très fines et très précises. Alors, donc, tout ça pour vous dire quoi? Que l'intelligence artificielle, elle interagit avec des tas de domaines. Elle est à la confluence de plusieurs domaines. Il faut d'abord un peu de psychologie pour comprendre comment on fonctionne notre cerveau. Il faut de la linguistique lorsqu'on fait de l'interaction. Il faut comprendre, il faut traiter le langage naturel. Le robot, il peut parler en arabe, il peut parler en français, il peut parler en darija, etc. L'informatique, bien sûr, c'est le modèle computationnel aujourd'hui, mais demain, ça va peut-être être le quantique. Vous avez les mathématiques qui sont là tout le temps pour faire les calculs, pour optimiser, pour des tas de choses. Et puis, toutes les théories philosophiques sur le raisonnement, la théorie du raisonnement, l'apprentissage, etc. Donc aujourd'hui, on arrive à faire 4 types de choses. Les grandes classes de solutions qu'apporte l'intelligence artificielle. La première, c'est comment faire des systèmes qui sont capables de penser comme des humains. Quand vous interagissez avec un humain, vous vous mettez à son niveau. Donc il faut penser comme l'humain.
ou bien penser rationnellement. Si vous voulez faire des systèmes qui vont résoudre des problèmes de façon rationnelle, par exemple, vous voulez donner des crédits, faire un système qui octroie des crédits, il faut optimiser une sorte de rationalité économique. Donc là, on est dans la rationalité bancaire, hein, etc. Et puis, agir rationnellement, bon, toute la robotique mobile et tout, et puis agir comme des humains. Si vous voulez, par exemple, on va voir dans des exemples qu'on va faire des actions communes avec, entre l'humain et la machine ou le robot, et on va parler de cobotique, c'est-à-dire la collaboration avec des robots. Donc, pourquoi l'IA est sortie des grands laboratoires de recherche? Parce qu'elle a eu des grands succès fulgurants, notamment ici ce que vous voyez, c'est Kiji, c'est un Coréen qui était champion de Go. Le jeu de Go est un jeu très compliqué et il a été battu par l'intelligence artificielle à plusieurs reprises. Alors en mai 2017, on avait fait un système d'IA qui l'a battu, mais en octobre 2017, ce même programme battait à peu près tout le monde, surtout dans toutes les situations. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait travailler le système contre lui-même. C'est-à-dire, quand il a épuisé les humains, il est passé à lui-même, il a commencé à jouer contre lui-même. Donc une autre instance de lui-même, et il s'est surpassé. D'accord ? Donc ça vous interpelle peut-être sur le fait que ces machines sont capables d'apprendre, et toutes seules. Et ça veut dire qu'à un moment, il va falloir les arrêter, hein, ou pas. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Voilà, donc il a surpassé le niveau de tous les joueurs humains et logiciels dans d'autres jeux comme le Chogi, le jeu de Go et les échecs. Alors, le jeu d'échecs, c'était peut-être le premier succès fulgurant. C'était Kasparov, le russe, qui a perdu contre une machine qui joue aux échecs. Et en fait, on regarde tous ces plateaux, tous ces jeux, ce sont ce qu'on appelle en informatique des jeux de plateau. Ça veut dire que vous avez toutes les possibilités sur la table. Quand vous voyez un échiquier ou qu'on voit un jeu de Go ou un shogi, c'est un jeu japonais. En fait, vous vous dites, si on a la possibilité d'imaginer toutes les possibilités, on doit pouvoir gagner la machine. Mais en fait, pour gagner la machine, si vous prenez par exemple le jeu d'échecs, le nombre de possibilités aujourd'hui, il est estimé à 10 à la puissance 123. Le nombre d'atomes dans l'univers est de 10 à la puissance 80. Donc le nombre de possibilités est juste énorme. Donc on ne peut pas faire des systèmes qui font une énumération des possibilités. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de techniques, d'intelligence, d'apprentissage et de tas de choses. Donc il y a des techniques qui vont élaguer les arbres, qui vont couper, on va dire. Un bon joueur, il ne va pas faire n'importe quoi. Donc il y a plein de possibilités qu'on va pouvoir élaguer, enlever, etc. Et puis, sont apparus d'autres jeux plus complexes, comme le bridge. Alors, j'ai une amie qui a fondé une entreprise à Paris spécialisée dans le jeu de bridge, qui s'appelle Nukai, et elle a gagné contre 8 champions du monde. La difficulté du jeu de bridge, c'est qu'il se joue à plusieurs et avec des cartes cachées. Donc vous ne pouvez pas énumérer toutes les possibilités, même si vous avez la force brute et même si vous avez la puissance de calcul. Donc pour jouer contre, donc ça se joue à plusieurs, donc les 8, il y avait des robots qui jouaient contre les champions et les robots utilisaient la puissance d'un supercalculateur parisien pour pouvoir continuer à jouer. Donc ça consomme énormément de puissance de calcul et bien sûr d'énergie pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle a complètement pris le pas dans le milieu économique, dans la société, on en parle beaucoup, etc. Parce qu'il y a 3 choses. La première, c'est qu'on a arrivé à une grande puissance de calcul. Vous entendez parler des data centers, par exemple, le HPC. Donc c'est des modèles de calcul très puissants. Ou bien vous avez le big data, toute la data qu'on peut récupérer grâce aux objets connectés aujourd'hui. On estime à 90% la data qui a été ramassée ou collectée juste sur les 2 dernières années. Ça veut dire qu'il y a une collecte de données qui augmente avec le temps
Parce qu'aujourd'hui, on estime à peu près à 30 objets connectés par famille. Vous regardez autour de vous, prenez une famille à peu près normale de 5-6 personnes, ben on a tous un téléphone ou deux, une tablette, un ordinateur, peut-être une montre pour courir qui remonte de la data, une télé connectée, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, les data, les données qui remontent du terrain sont colossales, le nombre est très important, et donc on va essayer de traiter ces données, de les stocker, donc ça va demander aussi de la puissance de stockage, etc. Mais tout ça fait que on arrive à avoir des choses qui sont très, très intéressantes en termes de précision de calcul. Alors, si je prends, vous connaissez tous Amazon, donc le boss de Amazon, l'ex-boss, il n'est plus, Jeff Bezos, il avait dit que 14% de la croissance du PIB mondial, ça vient de l'intelligence artificielle. On parle de 15,7 trillions de dollars, la contribution de l'IA à l'économie mondiale à horizon de 2030. Alors un trillion, c'est 1 milliard de milliards. Et puis, 90% des dirigeants du monde entier s'attendent à ce que l'IA ait un impact très positif sur la croissance. C'est dire que vous, les jeunes qui êtes là, votre marché de l'emploi, ça va être le marché qui est porté par l'intelligence artificielle. Parce que vous avez 90% des dirigeants qui se disent « il me faut de l'IA dans mon entreprise ». Et on le voit, c'est pas quelque chose de farfelu de dire ça. Moi, je travaille avec beaucoup de COMEX parce qu'aujourd'hui, la vague a rattrapé tous les dirigeants. Là, je ne vous parle pas des directeurs, hein, je parle des comités, les COMEX, hein, les boards des différents groupes et les grands groupes. Hein, je ne parle pas des petites start-up qui sont déjà dans la tech. Donc, tous les groupes aujourd'hui cherchent ce qu'on appelle des talents dans le domaine de l'intelligence artificielle et cherchent aussi à se former à l'intelligence artificielle. Donc, l'avenir, une bonne partie des emplois vont tourner autour de l'intelligence artificielle. Alors, qu'en pensent les experts? Ils sont tous unanimes sur l'intérêt, d'accord, de l'intelligence artificielle. L'IA n'est pas seulement une nouvelle technologie, c'est un nouveau monde qui a déjà tout changé, d'accord. Vous tapez sur Google et vous allez voir le nombre de témoignages en faveur de l'intelligence artificielle. Qu'en pensent les politiciens? Dans le monde entier, les politiciens se sont intéressés à la question de l'intelligence artificielle. Je vous donne juste quelques exemples ici. Vous prenez par exemple le président russe Vladimir Poutine, qui déjà en 2017, il avait prédit que celui qui allait maîtriser l'intelligence artificielle allait dominer le monde. Et vous le voyez dans tous les conflits armés qui existent aujourd'hui, tout se passe avec des drones, avec des missiles, avec des bombes qui sont larguées à distance, etc., etc. Et donc, on voit bien qu'il y a, au-delà du pouvoir de l'IA sur le plan économique, social, etc., c'est vraiment une question aussi de souveraineté nationale. Maîtriser ces outils-là, à l'avenir, ça va être très important aussi pour se défendre. Alors, en gros, tout le monde se pose la question de comment développer l'IA au niveau national et au niveau régional, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe. Il y a des coalitions mondiales, etc. Donc, l'IA est partout aujourd'hui, dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine qui échappe à l'intelligence artificielle. Les consommateurs, tout ce qui est expérience client, la santé, la finance, la commerce, les gouvernements. Alors, tout ce qui est, par exemple, administration dématérialisée, les énergies renouvelables, le transport, l'industrie et plein d'autres choses. Et donc aujourd'hui, quel que soit le secteur que vous allez voir, vous allez trouver des applications directes de l'intelligence artificielle dans ce secteur. Alors, qu'en est-il de l'Afrique? En Afrique, on a 1,4 milliard de personnes. On a 70% qui ont moins de 30 ans, qui sont jeunes. Et donc, on espère qu'avec cette jeunesse, on puisse être capable de proposer des solutions africaines, made in Africa, par des Africains. Et on pense qu'avec l'IA, on n'est pas obligé de faire tout le chemin. On peut faire ce qu'on appelle un leapfrog,
un saut de grenouille pour donner des solutions qui soient efficaces. Alors, je donne un exemple. Aujourd'hui, on est sur la 4G au Maroc. D'accord ? Quand vous téléphone, vous avez les barres, vous regardez 4G. Il y a la 5G qui est en train d'arriver à grands pas pour plus de connectivité, etc. Ben, en fait, les gens qui n'ont pas de réseau, ils ne vont pas redémarrer avec la 2G et la 3G et la 4G. D'accord ? Ils vont tous aller vers la 5G. C'est ça le leapfrog. C'est de dépasser les étapes intermédiaires quand on peut pour proposer des solutions intelligentes. Alors, on ne voit pas très bien ici, mais normalement, il y a une carte du monde qu'on ne voit plus à cause de la lumière et qui montre en fait simplement que aujourd'hui, l'Afrique, elle est vraiment, c'est un peu un désert technologique pour l'instant, mais qu'il faut faire quelque chose pour qu'on ne reste pas là où on est, pour qu'on puisse avancer et se développer. Alors, l'IA en action. Donc, si je vous donne des exemples ici, je vais lancer 2 petites vidéos, on n'a pas besoin de son. Vous allez voir que le niveau de précision, ça c'est une usine qui est complètement... Il n'y a pas un bonhomme dans l'usine ou une bonne femme. Il n'y a personne. D'accord ? Donc, ça peut aussi donner quelques idées à certains pour licencier quelques-uns ou quelques-unes. Donc, vous voyez, ça, il n'y a pas d'erreur. Hein, c'est nickel chrome. Hein, ça fonctionne 7 sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien. Terminé, on a réglé le problème. Donc, ça, c'est un exemple. L'autre exemple au-dessus, c'est du moulage. Hein, et c'est la machine qui fait ça à longueur de journée. Il n'y a pas 1 gramme de ciment qui dépasse. D'accord ? Et puis là-bas, vous avez Rover sur Mars qui est bourré d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le Rover, quand il est parti sur Mars, prend des photos, prend des échantillons de terrain, etc. Vous avez, dans certains pays, il y a déjà des serveurs, des robots. Hein. Moi, j'étais à Singapour en 2017. Quand vous faites du room service, ils vous ramènent le plateau, c'est le robot. Hein. Il n'y a plus de bonhomme ou de bonne femme, etc. Il y a aussi des robots qui font des chirurgies aujourd'hui beaucoup plus précises hein, que les chirurgiens. Et donc, vous voyez, l'IA, aujourd'hui, elle va agir à la place de l'humain, en espérant qu'elle va le soulager des tâches qui sont difficiles et chronophages. Ici, vous avez ce qu'on appelle la cobotique. Donc ici, vous avez le bras du robot qui va soulever l'objet avec l'humain. Mais ici, ce que vous voyez à droite, c'est très intéressant. C'est un domaine en plein essor. Et en fait, c'est le monsieur, là, il joue avec l'écran. Il déplace le bras du robot sur l'écran et le robot déplace son bras en vrai. Ça veut dire que je peux faire déplacer des montagnes à distance avec des écrans interactifs de ce type-là. On n'a plus besoin. J'ai un collègue de l'OCP, il me dit je suis content de ne plus avoir à aller dans la mine. Je fais tout sur mon écran. Il n'y a pas de poussière. Donc voilà, il y a aussi des avancées très positives. Hein. Donc, et puis, il y a l'IA qui nous a un peu. Le tsunami qui nous a submergés ces dernières années, enfin ces 2 dernières années, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Alors, je ne pouvais pas faire un exposé sans en parler un peu. L'IA générative, c'est quoi ? C'est une IA qui va générer des choses, générer du texte, du code, des images, des vidéos, des chorégraphies, toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer peuvent être générées par l'IA générative. Et ça, c'est un point d'inflexion très important dans les sciences. Alors, j'ai pris ma photo, je ne suis pas narcissique, hein, c'est simplement parce que je me suis donné le droit d'utiliser ma photo. Je ne vais pas prendre les photos de quelqu'un d'autre. Et donc ici, j'ai 2 transformations de ma photo. Une avec Qutb et l'autre avec Kandinsky. Ça s'appelle un transfert de style. Donc on peut faire de la création artistique. Ici, vous allez voir l'IA qui génère de la musique. Et là aussi, on ne le voit pas, mais normalement, c'était l'hymne national que je peux générer en 2 minutes, montre en main. D'accord ? Donc, je crée un programme qui va me générer une partition. D'accord ? Il n'y a plus besoin d'orchestre. Et il va le faire très bien.
Voilà, donc ici, l'exposé est intitulé Objectifs de développement durable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 79% des ODD, il y a une étude sérieuse qui a montré que 79% des ODD peuvent être améliorés ou atteints par l'intelligence artificielle. Donc les 17 objectifs de développement durable que vous voyez ici, il y en a beaucoup. Il y a comment éradiquer la pauvreté, la faim zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de faim sur la planète, l'éducation de qualité, la santé, le bien-être, etc., etc. Alors nous, au sein de AA Movement, on essaye de répondre, puisqu'on est un centre UNESCO, et c'est un peu notre ADN, de essayer de trouver des solutions à des problèmes, des vrais problèmes, des problèmes réels. Donc ici, j'ai mis quelques exemples d'ODD pour lesquels nous faisons des travaux. Par exemple, la pauvreté, je vais en parler. L'industrie, l'innovation. On a fait un hackathon sur l'égalité des sexes pour les femmes. Je vais aussi vous en parler. Aussi, tout ce qui est autour des villes et des communautés durables, on essaye d'apporter des solutions, par exemple aux questions de déchets, etc. Et puis, sur l'éducation de qualité, on a un certain nombre de propositions. Donc, je ne vais pas tout passer, on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous prenez juste un bidonville, vous pouvez prendre une image satellitaire et vous pouvez voir comment le bidonville se propage, comment il grandit, qu'est-ce qui se passe. Là, ce que vous voyez à droite, image satellitaire, et les couleurs, ça représente la luminosité. Alors, dans les régions pauvres, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et dans les régions riches, il y a beaucoup de lumière. Et c'est déjà un facteur, un feature en apprentissage qui est assez déterminant pour dire. Après, on peut voir les lumières, elles s'allument quand, elles s'éteignent quand. Donc, ça peut être une zone industrielle, pas une zone industrielle. Donc, juste avec l'imagerie, on est capable de cartographier une région et puis de faire des traitements, de faire un certain nombre de choses. Ici, je voulais juste vous dire qu'on fait beaucoup de formations, et notamment une formation que j'aime beaucoup, c'est le Master Junior pour les 8-14 ans, pour les petits, pour leur ouvrir un peu les chakras sur l'IA, la robotique, etc. Mais on fait plein d'autres choses en formation. On a des doctorants, on a des stages de fin d'études. Voilà. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les petits. Hein. Bon, là, on n'entend pas la discussion, mais c'est super intéressant. Donc, on est à la 3e cohorte. Hein. Bon, les cohortes, c'est pas énorme. Hein. C'est 25 enfants le samedi matin. Ils viennent. Et en général, ils ratent pas les cours. Hein. C'est bon signe. Hein. Ils se réveillent. Papa vient, je vais aller faire le cours de robotique. Donc, bon, l'année dernière, on l'a fait pour les enfants des parents qui suivaient le master exécutif. Mais cette année, on l'a ouvert un peu plus largement. Et on espère pouvoir déployer ce programme. C'est 14 séances, 14 demi-journées. On espère pouvoir le déployer dans le rural. On a quelques projets pour le faire. Voilà. Ici, c'est les... Aujourd'hui, dans beaucoup de villes, on a un vrai problème de déchets. Et comment ramasser les déchets? En fait, on a proposé une solution. C'est de mettre déjà des poubelles. Ça serait pas mal. Dans certains quartiers, il n'y en a pas. Et puis de doter les poubelles de capteurs. Et les capteurs envoient des messages à une centrale lorsqu'elle commence à se remplir. Donc avant que la poubelle ne déborde complètement, on va envoyer quelqu'un pour faire du ramassage. Et donc les collectes pour vider les poubelles vont être aussi optimisées parce qu'on ne va pas envoyer un camion si la poubelle est vide. Par contre, on va envoyer plus de camions si dans cette partie-là de la ville, les poubelles se remplissent vite. Voilà. Alors, ça, c'est un programme qu'on avait fait avec ONU Femmes. Donc, on a un programme pour accompagner des femmes qui s'appelle Mama pendant la grossesse. Vous savez, il y a des femmes qui peuvent être dans des endroits reculés, qui n'ont pas accès aux médecins. Donc, c'est une sorte de télémédecine pour les femmes enceintes, à condition d'avoir un téléphone et qu'elles puissent avoir un peu de réseau pour pouvoir dialoguer. Plein d'autres sujets. Et celui qui est en rose, hein, c'est Taj Woman. Et je voudrais vous en parler un petit peu. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas le son parce qu'il est juste derrière. Et ça, c'est parti. Il y a 5 étudiants qui ont proposé ce projet. Donc, c'est l'idée d'une start-up. En fait, aujourd'hui, selon les chiffres du Haut Commissariat au Plan, on sait qu'on a un taux d'analphabétisme très important et qu'il est plus important pour les femmes que pour les hommes.
Et donc là, vous voyez, 74% pour les femmes et 45% pour les hommes. 74%, mais c'est juste énorme. Hein. C'est 4 femmes sur 5 à peu près. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des femmes qui vont signer des procurations sans savoir ce qu'elles signent, qui reçoivent du courrier privé, qui ne peuvent pas le lire. Elle va attendre la voisine, même si elle ne s'entend pas avec la voisine, pour lui lire son courrier. Ou elle attend le fils du policier du coin, etc. etc. Donc, c'est des situations vécues. Et donc, ou bien elles vont laisser passer des factures, etc. Et donc, on a voulu faire un programme qui est capable d'aider ces femmes qui sont en difficulté, qui ne savent pas lire et écrire. Et ce programme s'appelle Tarj Women. Alors, c'est une contraction de Tarjama pour les femmes. Alors, bon, évidemment, il n'est pas interdit aux hommes, hein, ils peuvent l'utiliser. Mais au départ, on voulait aider ces femmes en difficulté. Et en fait, c'est très pratique. C'est le seul sur le marché aujourd'hui. Il peut traduire du français à Darija, de l'arabe à Darija, et on peut imaginer de l'allemand au français, du français à Darija, et ainsi de suite. Et donc, ce programme-là, donc, il va être juste une application sur le téléphone, et vous prenez on voit que les femmes utilisent beaucoup WhatsApp, le vocal, etc. C'est quelque chose d'assez ancré dans les usages. Ben, avec votre téléphone, vous allez scanner le papier, le document, et le téléphone va vous dire, va vous parler. Il va vous dire, voilà, vous avez cette procuration, il faut signer la procuration, pourquoi, comment, le billet de train, pourquoi, comment, le médecin, c'est de telle heure à telle heure. Donc, si on avait le son, vous auriez vu, vous auriez entendu la voix du chatbot qui parle à la personne. Donc, c'est basé sur beaucoup de machine learning, du traitement du langage naturel, etc. Donc, ici, là, on ne le voit pas, mais c'était une ordonnance. Il y a l'application qui va scanner l'ordonnance et qui va l'interpréter. Elle ne va pas la lire. Hein. Elle va lui dire ton médecin, il ouvre de telle heure à telle heure pour y aller. Alors, si tu habites à Rabat et que le médecin est à Gaza, ben, il faut que tu prennes le train. Il peut y avoir du service augmenté associé à ce type de choses. Donc, dommage, on n'entend pas. Donc là, il y avait l'ordonnance, il y avait la procuration, il y avait le billet de train que je voulais vous montrer. Ça, c'est un autre programme, puisqu'on a une vision panafricaine, puisqu'on est un hub pour l'Afrique. On fait un programme de femmes, mais qui est ouvert aux Marocaines aussi, de femmes qui ont des projets de start-up ou d'entreprises de technologie. Et on les forme en ligne. Et après, on les fait venir sur le campus. Là, vous voyez, elles sont à Rabat, chez nous. Là, c'est AI Movement. Et on les accompagne sur une année. On fait de l'incubation de projets. Et on les accompagne, les projets qui sont successful, on les accompagne au marché. Donc, on finance une année d'incubation. Et ensuite, on les accompagne pour les levées de fonds si vraiment on voit que c'est un projet qui peut être, par exemple, je vous donne un exemple. Alors, je ne sais pas si je vais la retrouver facilement. Il y en a une ici de Tanzanie. Alors, les deux filles qui sont à droite, ce sont des Marocaines. Et toutes les autres, elles viennent d'ailleurs. Donc, on avait l'année dernière 11 nationalités africaines. Et cette année, on a 80 femmes qui vont arriver au mois de juillet. Et on a 30 pays africains représentés. Et par exemple, il y en a une là. Voilà, c'est elle qui est en rouge au milieu, la robe rouge et noire. Elle a fait un projet qui s'appelle Capot. C'est avec de l'imagerie satellite, avec de l'imagerie. Juste, elle prend une photo des excréments des poules. Elle est capable de dire si la poule est malade ou pas. Et avec ça, elle peut détecter les maladies des poules très en amont et éviter les épidémies des poules. Et les poules ou les vaches ou toutes sortes de bétail. Et donc ça, c'est typiquement un projet qu'on pourrait accompagner parce que c'est scalable, c'est pour toute l'Afrique. Tout le monde a des problèmes de poules ou de vaches, etc. Et les solutions sont très faciles à mettre en place. C'est vraiment avec le téléphone, elle prend une photo et elle est capable, avec de la reconnaissance d'image, de savoir si la poule est en bonne santé ou pas. Et ça, c'est ce genre de projet qu'on essaie de pousser. Voilà, après, le point d'inflexion aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de peur autour de l'intelligence artificielle, c'est que pendant très longtemps, on disait c'est un peu comme l'industrialisation.
l'intelligence artificielle, on a robotisé les usines parce que tous les travaux un peu durs à faire, etc., vont être pris en charge par le robot. Aujourd'hui, en fait, le point d'inflexion, c'est qu'on est passé de ce qu'on appelle l'automatisation à l'autonomisation. On a des systèmes autonomes. Vous voyez, le programme d'échec, il apprend tout seul. Hein. Il continue d'évoluer sans nous. Ici, en fait, il y a une bonne partie du travail intellectuel, qu'on imaginait intellectuel, écrire un rapport, résumer un rapport, toutes ces choses-là vont pouvoir être faites par les machines. Et c'est de là que vient la peur. Donc, comment est-ce qu'on peut, bien sûr, remplacer l'homme dans certaines tâches un peu fastidieuses? C'est bienvenu. Le remplacer quand il s'agit d'écrire un article dans un newspaper ou lorsqu'il s'agit d'écrire un livre ou une lettre d'invitation, ça commence à devenir un peu corsé. Voilà, et donc là, il y a une étude au Kenya qui est très intéressante qui a montré qu'à horizon de 2034, la main-d'œuvre la moins chère sera plus chère que la robotisation. Ça veut dire que les gens qui font de l'offshoring, qui envoient des usines dans les pays en voie de développement parce que la main-d'œuvre ne coûte pas cher, ils vont plus le faire. Ils vont faire leurs usines avec le robot, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Tout est fait automatiquement. Il n'y a pas de transport. Ils vont vous dire que c'est écologique, on ne pollue pas la planète, il n'y a pas de bateau, tout va bien. D'accord ? Et donc, la question, tant mieux. Mais la question, c'est qu'est-ce que nous, on fait ? Comment est-ce qu'on s'y prépare ? Qu'est-ce qu'on va faire quand on va fermer les usines des voitures, d'assemblage de voitures, quand on va fermer toutes ces choses-là qu'on arrive à faire aujourd'hui. Donc, l'offshoring pose problème à l'ère de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut exporter, nous, Marocains, Africains, au reste du monde, si on ne fait pas les études qu'il faut, si on ne forme pas les talents qu'il faut? Et à quoi? Alors, si vous voyez les études sur le marché de l'emploi, il y a 97 millions de positions qui vont apparaître. On parle à horizon 2030, hein, pas très loin, contre 87 qui vont disparaître. Mais lorsqu'on regarde la liste des positions qui vont apparaître et celles qui vont disparaître, elles vont apparaître au nord et disparaître au sud. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est ça. Donc, il faut faire quelque chose pour que ça soit un peu plus équilibré. Parce qu'à la fin, on devrait y gagner, mais simplement, il faut qu'on se prépare. Voilà, bon, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. 3 minutes? Waouh, c'est merveilleux. Donc, bien sûr, il y a le problème de l'emploi, mais aussi beaucoup de questions éthiques qui se posent avec l'usage mal-escient de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a besoin d'une vraie gouvernance de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne peut pas dire on fait de l'éthique, de l'intelligence artificielle et tout va bien. C'est très important de parler de l'éthique, mais la gouvernance, c'est ce qui va nous permettre d'enforcer les règles éthiques. Parce qu'en fait, il faut se poser des questions éthiques, mais après, il faut réguler. C'est ce qu'on a fait avec le RGPD en Europe. On a dit, bon, c'est pas bien d'utiliser les données personnelles, machin, etc. Mais si vous pénalisez pas les gens qui enfreignent ces règles, eh bien, ça sert à rien. Et donc, il y a tout un ensemble de questions autour de la gouvernance. On a les enjeux éthiques qui sont très importants. On a les enjeux de la réglementation, les enjeux de la gestion des données, les données personnelles, les données qu'on balance un peu sur... Vous savez que dans certaines guerres, on a ouvert WhatsApp. Ça veut dire tout ce que vous publiez sur WhatsApp est accessible à d'autres. C'est-à-dire on peut connaître ce qu'il y a dans vos intestins à tout moment. Et donc cette violation des données personnelles, ce n'est pas juste... des gens ils disent « Oh, moi j'ai rien à cacher ». La question, c'est pas qu'on ait rien à cacher, c'est qu'à un moment, on n'aura plus où se cacher. Le jour où vous voudrez cacher quelque chose, vous ne pourrez pas. Et donc, c'est ça le problème. C'est que, bien sûr, si vous achetez 3 baguettes par jour, ça peut intéresser votre boulanger comme data. Ça n'intéresse pas tout le monde. Peut-être celui qui s'occupe du blé. Mais il y a tout ce que vous pensez, toutes vos données cognitives sont très importantes
elles se monnaient, elles coûtent de l'argent aujourd'hui. Et donc, les données, c'est un enjeu très important. L'acceptabilité sociale, donc on a parlé un peu du problème de l'emploi, mais on peut revenir dessus. Les enjeux de la responsabilité, quand le système fait quelque chose de pas bien, qui est responsable? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est le robot? Est-ce que c'est lui qui a fait le circuit électronique? Est-ce que c'est lui qui a programmé le circuit électronique? Il y a toute une chaîne qui intervient dans ces systèmes-là et il faut savoir à quel moment, ou à quel niveau on responsabilise. Alors, les enjeux sur l'emploi, on en a un petit peu parlé. Les enjeux sur la transparence. Si moi, j'utilise un système qui donne des crédits, je développe un système qui donne des crédits. Si je refuse le crédit à quelqu'un, il faut que je sois capable de lui dire pourquoi. D'accord? Et puis, les enjeux de l'interopérabilité, qui est un enjeu un peu plus technique, évidemment. Voilà, donc ça, c'est l'acceptabilité sociale. Je vais passer vite. L'UNESCO, je voulais vous dire, comme on est au stand de l'UNESCO, que le cadre normatif le plus important sur l'éthique de l'intelligence artificielle a été proposé par l'UNESCO il y a 2 ans maintenant. Et c'est le seul cadre qui tient la route, sachant qu'il y a eu 130 initiatives entre 2015 et 2024 sur la réglementation et l'éthique de l'IA. Donc il y a énormément d'organismes qui essayent de donner leur point de vue là-dessus. La réglementation, elle est en cours. Il y a quelque chose de très important qui se passe en Europe qui s'appelle le AI Act, qui va réguler l'intelligence artificielle par niveau de risque des systèmes. Et puis, il y a des choses équivalentes en Chine et aux États-Unis. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a 3 grandes puissances qui se partagent la question de la gouvernance et de la réglementation de l'IA. La Chine, avec ses propres modèles et ses propres valeurs, l'Europe aussi, et puis les États-Unis. Et donc, les 3 ne sont pas d'accord, surtout. Et donc, nous, au milieu, si on commerce avec les États-Unis, ou avec la Chine, ou avec l'Europe, il faut qu'on s'adapte. Mais on n'a pas notre propre modèle de gouvernance. Alors, pour conclure, je dirais que, et ça, je suis fière de ça, je l'avais écrit en 2017, il faut protéger l'IA de l'humain pour protéger l'humain de l'IA. Quand on développe une IA, il faut la protéger pour que les autres humains soient protégés des usages qu'on va faire de cette IA. Il faut développer une IA éthique et responsable, alignée avec les valeurs universelles sur lesquelles la planète est d'accord. Il faut développer une IA frugale et de confiance. Vous ne déploierez pas des systèmes d'IA si les gens n'ont pas confiance dans ces systèmes-là. Et frugal, ça veut dire, dans la mesure du possible, être écologique dans le déploiement, etc. Et puis, même si l'IA peut produire de l'or, il faut se méfier de tout tort. Et là, je fais référence au roi Midas, qui avait fait quelque chose de bien, et le dieu lui a dit « Comment veux-tu que je te récompense ?» Il a dit « Je voudrais que tout ce que je touche devienne de l'or. » Et donc, il a obtenu, le dieu lui a dit « Ok, vous voulez que tout ce que vous touchez devienne de l'or? Soit. » Alors, il touche sa femme, elle devient en or. Il touche son raisin, il devient en or. Il touche tout autour de lui, est devenu de l'or. Donc, il ne pouvait plus rien faire, tout en étant entouré de beaucoup d'or. Donc, moi, ce que je dis, c'est que tout ce qui brille n'est pas or. Et il faut se méfier du tout or. Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur Amay. Voilà, maintenant on a à peu près 10 minutes pour les questions de participants. Si vous avez des questions, soyez pas timide, vous pouvez proposer les questions. Sinon, j'ai une question tout de suite pour le professeur. Professeur, ici parmi nous aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes. Est-ce que vous avez des conseils pour parmi notre participant aujourd'hui qui est intéressé de développer sa carrière dans le secteur de l'IA? Alors, pour commencer, il faut faire des maths. C'est inévitable. D'accord? Alors, moi je pousse vers l'IA tech, pas vers l'IA blabla. Il y a beaucoup de gens qui font de l'IA, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Donc, vous êtes jeune, vous avez le temps d'apprendre à faire de l'IA. Et donc, faites des carrières, des études de mathématiques, d'informatique, et essayez d'exceller dans les domaines un peu trendy de l'intelligence artificielle. Il y en a un certain nombre, comme le machine learning, comme computer vision. Et il y a un domaine qui va se développer très très vite. Il se développe déjà en Europe.
autour de l'IA quantique. Et je pense que c'est de nouveaux modèles de calcul. Et je pense que moi, si j'avais 14 ans, 15 ans, même 18 ans, c'est ce que j'aurais fait aujourd'hui. Oui, madame. S'il vous plaît. Moi, je parle surtout utilisation de l'IA. Autant que personne, par exemple, qui veut faire un cours, et tu es devant ton ordi et tu as vraiment l'IA, par exemple. Et donc, pour faire le cours, comment arriver à restaurer cette barrière de confiance entre l'IA et la personne qui va apprendre, par exemple, une langue ou bien, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de problèmes à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous voulez suivre un cours, mettons Coursera, il y a des très beaux cours d'intelligence artificielle, donner son budget, etc. Là, c'est pas là où il faut se méfier. Il faut se méfier lorsque vous allez sur des réseaux sociaux et que vous donnez un avis, que vous donnez des informations sur votre vie privée, sur vos enfants, sur votre mari, etc. Ça, il ne faut pas faire confiance. Par contre, les cours avec des certificats, etc., il n'y a pas de souci. On va juste vous former, comme si vous allez à l'université, vous dialoguez avec votre professeur. D'ailleurs, on va de plus en plus vers des cours hybrides. Nous, ce qu'on fait, par exemple, avec les African Women in Tech, on les forme à distance. On a une plateforme qui nous permet de suivre ce qu'elles font, de les aider, de les orienter. Mais là, il n'y a aucun risque. C'est dans un contexte pédagogique. Bon, après, c'est questions... Oui, oui. Après, c'est des questions de réputation. Des cours et des formations, bien sûr. Bon, il y a à boire et à manger, on est d'accord. Ah oui, d'accord. Mais vous pourrez la publier. Hein. Moi j'ai pas de... C'est en ligne. Hein. En fait, toute la présentation est en ligne. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, la question, c'est l'intelligence artificielle, il va nous aider dans les objectifs de développement. Problème en matière de chômage, en matière de pauvreté, vous avez à la fin les risques. Donc, en tant que pays moyen revenu et faible revenu, quelles sont les orientations stratégiques orienter l'intelligence artificielle et interdire d'un autre côté pour booster le développement, l'économie des pays émergents et ne pas tomber dans le risque. Mais comme l'exemple, ça veut dire beaucoup. Oui, alors, moi, c'est vrai que c'est un dilemme. On peut dire, on ne fait pas d'IA, on reste entre nous, on va faire comme on sait faire, on va booster le système tel qu'il est. C'est très risqué. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on dépend de l'offshoring, par exemple. Demain, il n'y aura pas d'offshoring, on fait quoi? Il faut... En fait, les Chinois ont un proverbe que j'aime beaucoup. Ils disent, quand on est sur un vélo, si on ne pédale pas, on tombe. On ne peut pas s'arrêter sur un vélo. Donc aujourd'hui, nous, on doit aller de l'avant. Ça veut dire quoi, aller de l'avant? Ça veut dire on a une jeunesse extraordinaire. 70% ont moins de 30 ans. Il faut les former. C'est tout. Il n'y a pas de miracle. Il faut faire un planning. Dans 5 ans, j'ai tant d'ingénieurs. Dans 10 ans, j'ai tant de gens formés. Moi, dans le master, dans le centre, à une petite échelle, je forme les 8-14 ans à l'IA. Celui qui a l'année dernière, qui avait 14 ans l'année dernière, cette année, il a 15 ans. Dans 2-3 ans, il est à l'université. Donc ça va très vite. Et donc, il faut former tout le monde à des degrés différents. En Suède, ils ont mis pas $1, mais £1 suédois, la formation pour tout le monde. Toutes les générations. De 0 à... Et en fait, former les gens, bien sûr, on va pas... C'est ce qu'on a fait avec Tarjoumen. On ne peut pas former des personnes illettrées pendant 60 ans à apprendre à lire et écrire. Donc, on a trouvé des solutions pour elles qui correspondent à la situation. Mais on a des jeunes qu'on peut former et qui sont très bons et qui vont très vite
ben, il faut que nous, on produise cette technologie d'intelligence artificielle made in Morocco. Parce qu'on a les moyens de le faire. Il faut juste un petit peu avoir un planning, ce qu'on appelle une vision. À court, moyen et long terme, qu'est-ce qu'on veut faire du Maroc et des jeunes Marocains. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle au Maroc, mais aussi sur le continent. Et la stratégie, c'est ça, c'est dire voilà ce qu'on va faire, voici le budget qu'on va allouer, voici les échéances, etc., etc. Nous prenons deux dernières questions peut-être. Donc, madame ici. Bonjour, professeur Sgharouchni. C'est un plaisir de vous avoir devant moi. Je suis fan de vous depuis un moment. Ah, c'est gentil. Je tenais à vous féliciter pour la labellisation de la e-movement en label UNESCO catégorie 2. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le centre e-movement, sa genèse et peut-être quel est l'ajout de cette labellisation catégorie 2 UNESCO? Puis voilà, je pense que je suis arrivée un peu au milieu de votre présentation, donc je ne sais pas si vous avez parlé de la genèse à e-movement. Non. Et de votre combat personnel pour l'amener à ce niveau international. Merci. D'accord. Alors bon, c'est pas un combat personnel, c'est un combat collectif. On est plusieurs à vouloir aller vers toute l'université Mohamed VI Polytechnique. Depuis 2018, ils ont fait pour développer l'intelligence artificielle. Donc la genèse est très simple. Je me suis dit, j'ai l'occasion de développer un centre d'intelligence artificielle, on me fait confiance. Et comment je vais faire? Et je me suis dit, quels sont les ingrédients nécessaires pour créer un écosystème d'intelligence artificielle? Alors j'ai réfléchi un peu et je suis arrivée à 7 piliers qui me paraissent très importants, mais aussi pour n'importe quelle stratégie en fait, pour développer l'IA. La première chose, c'est la formation. Training pour toutes les couches, tout ce qu'on veut enseigner. Ensuite, la R&D. On ne peut pas aller très loin si on ne fait pas de la recherche de qualité et d'excellence. La troisième chose, c'est l'innovation. On a des talents, on a de la créativité, on a de la couleur au Maroc. Il faut en profiter parce qu'on a plein d'idées. L'innovation, le tissu des startups, par exemple. Le transfert. Le transfert vers qui? Vers les jeunes, vers les employés, vers l'entreprise et vers la société marocaine qui doit adopter ces technologies. Ensuite, les études de terrain. Parce que nous, on veut résoudre des problèmes qui nous sont propres. Lorsque je vous ai parlé de Tarjoumen, elle parle d'Arija. Ça n'intéresse pas beaucoup les GAFA, vous savez. Notre Darija, ou bien sur le continent africain, on a 80 dialectes. Et donc, Google ne va pas s'intéresser aux 80. Donc, il faut que nous, on développe les outils qui nous permettent de créer les corpus de ces dialectes pour pouvoir faire les LLM qui vont avec. Et les études stratégiques pour avoir aussi une vision, pour comprendre ce qui se passe au niveau mondial, où va le vent, d'où vient le tsunami, etc. C'est comme si on était sur une île tout seul et on se dit, bon, tout va bien, mais quand le tsunami arrive, il nous emporte si on n'a pas prévu. Et puis la dernière chose qui me paraît aussi très importante, c'est la collaboration nationale et internationale. C'est-à-dire il faut s'entraider sur le Maroc, sur le continent, et il faut aussi les chercheurs internationaux. Ils viennent chez nous, ils donnent des recommandations et font beaucoup de choses. Donc la genèse, c'est ça, c'est que comment faire en sorte de créer un écosystème vivant où tout est connecté à tout et tout se nourrit de tout. Et c'est ça AI Movement. Voilà, on a le temps pour la dernière question. C'est le monsieur qui a demandé tout à l'heure, désolé. Donc, voilà, peut-être, professeur, vous voulez une question qui vient de... Non? Donc Allez, pas... la jeunesse. À jeunesse? Mais je prendrai l'autre. Donc, la dernière question à jeunesse. Oui, bonjour. Merci. Tout d'abord, merci pour ce contenu enrichissant. Alors, j'ai une petite question. En tant qu'élève ingénieur ou ingénieur en IA, comment intégrer ce IA movement à l'UM6P? Ah, ça, c'est très pratico-pratique. Ça, on retrouve la jeunesse. Alors, nous, alors, vous n'avez pas 8-14 ans, je crois. Donc, vous n'êtes pas dans la phase junior. Voilà. Donc, vous êtes en quelle année?
Prépa, d'accord. Alors, vous allez faire un peu d'IA avant d'arriver chez nous. Aujourd'hui, on vient chez nous en stage de fin d'études, en PFE, et on finit en doctorat. On est en train de mettre en place la formation master, M1, M2, mais ce n'est pas encore opérationnel. Par contre, vous pouvez la faire à Ben Gurir, à la Computer Science School, qui fait un peu le lien, parce qu'on ouvre des formations un peu partout. On a des écoles de coding, on a plein de choses. Nous, sur le campus à eMovement, c'est soit les petits, soit les execs, soit PFE jusqu'à la fin de la thèse, le doctorat. Donc, vous venez faire chez nous un PFE, un stage de fin d'études de votre école, et puis ensuite, si vous êtes bon, on vous prend en thèse. On a 18 doctorants aujourd'hui, et je peux vous dire, c'est des perles. Et ça se passe très bien. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre séance. Alors peut-être Oui. le monsieur là, je ne veux pas À vous, Adi. Oui. C'est bon? Ok. Vous avez déjà les réponses tout à l'heure? D'accord. Allez, allez-y. Voilà. Allez, une dernière là. Dernière. Tout d'abord, merci UNESCO, merci Mada pour votre intervention scientifique. J'ai une question. Est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle sur la psychothérapie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser la réalité virtuelle pour traiter la phobie sociale? Et merci. Oui, tout à fait. On peut, mais alors, nous on le fait pas. Dans le centre, on s'intéresse plutôt à l'autisme. Il y a des études à l'international qui travaillent dessus, mais pas chez nous. OK. Merci beaucoup. Merci à vous et j'espère que c'était digeste. Ouais, merci beaucoup pour Vincent Charouchny pour cette conversation très éclairante et éducative. Merci beaucoup et merci à vous tous.